bienvenue à la grande première de ce premier épisode de Dans le coin avec Laurent Poulain. Ça, c'est moi. Pour le premier épisode, à chaque mois, on va parler de boxe, bien sûr. On va parler d'actualité. Et j'ai mis le paquet avec des invités qui m'ont coûté, n'ayons pas peur de le dire, une partie de mes REER. On reçoit notre ami Jean-Philippe Ouimet, c'est le fondateur de Boxing Town Québec. C'est aussi la tête d'affiche de Punching Grace. Et vous, si vous le connaissez à la maison, c'est aussi un gars qui ne déteste pas la polémique. On l'a invité spécialement pour avoir de la controverse et on a confiance en notre ami Jean-Philippe. Aussi un invité, je vais juste vous raconter qu'on a fait une émission de pratique et il a littéralement brûlé les ondes. C'est pour ça qu'on le ramène. Malheureusement, l'épisode n'a jamais sorti. Notre ami Patrick Renkaine, qui est un enseignant en éducation physique, qui est aussi un entraîneur qui a gagné la Coupe Clarkson. Ça, c'est comme la Coupe Stanley du hockey. C'est le meilleur directeur gérant à Montréal devant Marc Bergevin. C'est juste qu'il est moins connu, Patrick Renkaine. Et je vous présente Carl Vaillancourt. Lui, Carl, il a toujours évolué dans le monde de la boxe. Il a boxé pendant plus de 10 ans. Il y a des victoires contre des boxeurs que si je pourrais les énumérer, vous seriez très surpris. Des gars que vous suivez aujourd'hui, Carl les a à peu près tous battus. Et aujourd'hui, il s'implique au sein de la Fédération québécoise de boxe. Et c'est la référence en boxe amateur, Carl Vaillancourt. Donc, on va tout de suite lancer un sujet. Vous avez vu cette semaine ce qui est arrivé avec Oscar Rivas. Je pense que tout le monde à table ici, on est un peu fâchés puis découragés. L'histoire de gants, les stéroïdes, la commission athlétique en Angleterre qui avise pas le clan Rivas. Tout de suite, je donne la parole à mon ami Carl Vaillancourt. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça cette semaine? C'est pas vraiment une surprise, Laurent. Je pense que tout le monde s'attendait. Écoute, Dillian Whyte est quand même une force de la nature. On le sait, c'est un boxeur qui était reconnu pour sa puissance. A déjà eu des démêlés du côté du dopage en 2012 qui avait été suspendu par la commission athlétique vu qu'il avait utilisé justement des produits dopants. Et là, encore une fois, il se fait prendre. Ce qu'on peut trouver déplorable dans ce cas-ci, c'est que le clan au complet de l'équipe de Dillian Whyte semblait être au courant qu'il avait testé positif le 17 juillet, soit 3 jours avant le combat. Et là, ça soulève plusieurs questions, notamment la responsabilité des gens dans son entourage. On a fermé les yeux, la commission athlétique a fermé les yeux. On va attendre de voir l'échantillon B parce qu'avant de dire que le boxeur a échoué un test antidopage, il y a l'échantillon B qu'on doit analyser. Mais c'est extrêmement préoccupant qu'on ne soit pas en mesure d'être intègre dans ce sport. On sait, ce sport qui a mangé une volée au cours des dernières années au niveau de la corruption. On l'a vu aux Jeux olympiques, on l'a vu dans différents systèmes de dopage instrumentalisés aux Olympiques en 2014 en Sochi. Honnêtement, c'est problématique. Il va falloir trouver une façon que l'intégrité du sport soit mise de l'avant et qu'on n'ait plus des histoires de dopage comme celles qu'on a eues qui risquent de s'avérer en réalité là, confirmées dans les prochaines semaines. Bien, surtout que l'échantillon B, c'est la même chose que l'échantillon A. Là. C'est le même pipi qui est divisé en deux, on peut dire ça comme ça. D'une certaine façon, mais c'est une façon de séparer les tests parce qu'il pourrait y avoir des mauvaises manipulations, il peut y avoir la contamination des échantillons. Fait que c'est une façon de s'assurer que le processus est intègre. Là. C'est l'Agence mondiale antidopage qui détermine cette façon-là pour être le plus fair play, comme on dit en anglais, avec les athlètes. Donc, jusqu'à temps qu'il n'y ait pas de testé positif, l'échantillon B, auquel lui-même, Dillian Whyte et son clan vont pouvoir être présents lors du test de l'échantillon B. Mais là, jusqu'à maintenant, il est comme en suspendre la décision. Et lorsque l'échantillon B divulguera si oui ou non il y avait présence de produits dopants, mais là, on va être mieux en mesure de savoir si justement il était sous des stéroïdes ou sous toute autre forme de produits dopants lors de ce combat-là. Patrick Renkaine, on fait quoi avec ça? On suspend à vie, on suspend 8 ans? Écoute, si tu me demandes mon avis, c'est sûr que moi, quelqu'un qui se drogue dans peu importe le sport, puis encore plus quand c'est un sport de combat, j'ai zéro respect pour ça. Un récidiviste, c'est encore pire. Si on parle du combat rapidement, mais je suis satisfait de ce qu'Oscar a livré. Oscar avait une chance de briller devant la planète. Je trouve qu'il s'était bien débattu. Il a manqué un peu d'énergie à la fin du combat. Mais somme toute, il l'a quand même envoyé au plancher. Fait que pour ça, pour Oscar, c'est bien. Puis bon, toutes les histoires qui sortent maintenant, ça ne va pas nuire à Oscar non plus. Fait que moi, je pense à Oscar là-dedans. Je suis heureux pour lui. Dillian Whyte, j'ai aucun respect pour lui. On devrait complètement l'éliminer, le rayer de la boxe avec ce qu'il fait.
Compte tenu de ce qui se passe présentement, vous êtes au courant, il y a des gens qui décèdent d'un ring après le combat de plus en plus. Puis en plus, tu te permets de te droguer pour aller taper sur des gens. J'ai beaucoup de difficultés avec ça, il va falloir remédier à la situation rapidement. C'est effrayant. Puis on a vu aussi l'histoire des gants, là, que au début, il y avait une compagnie italienne, les gants Dinardo, puis quand il est arrivé le soir du combat, il est rendu avec les gants Fly. Puis ça, c'est très louche. Ross Amber était très fâché. Toi, Jean-Philippe, je sais que tu as suivi ce dossier-là. As-tu l'impression, comme moi, que on enlève les stéroïdes, il ne se remet peut-être jamais du KO, puis Oscar Rivas a un W de plus à sa fiche? Ben, je pense que oui. Je pense que Rivas, il a quand même, il a perdu le combat sur papier, mais il sort quand même gagnant de l'événement, si on veut. Sa valeur est en hausse. Sa valeur est en hausse. Il l'a envoyé au tapis. Fait que je pense qu'il a fait bonne impression à travers le monde, parce qu'avec la controverse, le nom de Rivas a fait le tour du monde. Mais t'envoies un top 5 de la division au tapis, tu perds une décision quand même serrée en Angleterre, puis en plus, il sort l'histoire que le gars était stéroïdé. Donc, ça augmente la valeur de Rivas. Exactement. Mais ce qui va être intéressant de suivre dans les prochaines semaines, c'est il va y avoir une poursuite, ça c'est certain. Ouais. On poursuit la commission, on poursuit Eddie Hearn. Là, j'entendais les gens cette semaine qui disaient « Oh, poursuivre Eddie Hearn ». C'est peut-être une mauvaise idée parce qu'après ça, tu as des contrats, il y a des choses que tu veux obtenir. Ça va être à suivre. On a vu beaucoup de boxeurs sur la carte qui pourraient être intéressants pour Oscar Rivas qui sont avec Eddie Hearn. Tu parles d'Eric Chichara, tu parles de David Price. On aimerait ça voir le 6 pieds contre 6 pieds 9. Hein, imagine la pesée. J'espère au moins que Rivas va avoir un autre contest pour ce combat-là. C'est le minimum qu'on peut espérer. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait la victoire. Moi aussi, j'aimerais ça, mais j'espère minimum de nos contest. Pour ce qui est de la poursuite, probablement que toutes ces institutions-là vont être poursuivies consolidairement parce que tout c'était c'était même plus un secret des dieux. Tout le monde était au courant. Donc, autant la commission athlétique que le clan de l'équipe, il va y avoir des dédommagements financiers probablement hors cours qui vont se régler de façon à... Parce que Oscar Rivas a été lésé dans ce combat-là. Que ce soit les gants, que ce soit le dopage non révélé, s'il s'avère qu'il a été dopé, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un dédommagement financier qui va être offert au clan d'Oscar Rivas. Et au niveau de la poursuite, j'ai hâte de voir l'implication d'Alain. J'ai hâte de voir jusqu'à quel point il peut s'impliquer dans le dossier. Parce qu'il y a des gens qui vont devoir s'impliquer ici. Ça prend de l'argent. Il se passe de quoi? J'ai hâte de voir ça. Ben écoute, peut-être qu'Harleyman va servir à quelque chose cette fois-ci. J'ai un autre sujet, comme c'est une grande première, moi je vois que je suis allé avec mes sujets favoris, puis un sujet que j'ai un peu toujours poussé beaucoup, genre sur Boxing Town, ceux qui suivent la page. Marie-Ève Dicker peut-elle vendre des billets et faire elle-même la finale? Peut-elle être la tête d'affiche? C'est une fille qui est championne, vient de battre son aspirant numéro 1, numéro 2. Dans l'histoire, ça n'existe pas, quelqu'un qui prend le titre, bat l'aspirant 1 et 2 en 6 mois. C'est exceptionnel ce qu'elle a réussi à faire. Maintenant, est-ce qu'on peut monnayer ça puis vendre des billets? Patrick Rankin. Moi, je crois que oui. On est rendu là. Les femmes prennent de plus en plus de place dans la société. On veut que ça soit égal. Ça fait 2 fois qu'elle défend son titre. Il faut oser, il faut le faire. Si on attend toujours, il ne se passera jamais rien. Il faut oser avec une bonne campagne publicitaire, des bons combats en sous-carte. Moi, je pense que c'est possible d'aller dans un endroit plus grand que toujours le Casino de Montréal. Puis moi, j'oserais. Si on n'essaye pas, puis on le fait pas, puis qu'on ne met pas tous les efforts pour que ça soit une réussite, son combat en finale, on ne peut pas le savoir. Puis moi, je dirais, go, on y va. On n'a rien à perdre, puis elle est charismatique, c'est une bonne boxeuse. Les gens l'aiment. Je vous le dis, avec un beau travail autour, c'est faisable. Il faut le faire. Toi, Jean-Philippe, t'achètes-tu 2 billets? J'achète 2 billets avec une bonne sous-carte. Déjà 2 vendus. Il faut baisser les attentes aussi. Elle ne mettra pas 10 000 personnes à Place Belle, mais un 3 000 à 4 000 personnes avec une bonne demi-finale, pourquoi pas? Il va falloir sortir du casino, comme Patrick disait. À un moment donné, il va falloir qu'elle fasse un peu d'argent aussi. Je ne suis pas sûr que l'idée du pay-per-view la dernière fois était la meilleure, mais avec un bon gala, bien organisé, une bonne demi-finale, pourquoi pas? Un 3 000 à 4 000, il faut rester réaliste, par exemple. C'est exactement ce que j'allais sous-tendre. Pourquoi pas en région? Pourquoi pas le MTLUS? Pourquoi pas le Centre Pierre Charbonneau? Pourquoi pas des institutions qui permettent d'accueillir 2500, 3000 personnes, y aller graduellement? On le sait, la boxe féminine est en essor quand même. Là. Il y a de très belles boxeurs. Je pense à Kim Clavel également qui montre, moi, je suis persuadé qu'elle finira avec une ceinture de championne du monde d'ici. C'est une prédiction, ça. Ouais. Assurément. C'est filmé, hein? Ouais, j'ai aucun problème, je vais l'assumer totalement. C'est une boxeuse qui est complète. On a quand même
Daniel Bouchard qui développe la boxe féminine de façon incroyable à l'échelle amateur. On regarde nos filles qui compétitionnent sur les rangs mondiaux, Sarah Kelly, Tamara Thibault, toutes des boxeuses qui sont parmi les meilleures de leur catégorie chez les amateurs et qui vont peut-être un jour, on l'espère, passer chez les professionnels et venir bonifier cette banque-là de boxeuses. Et quand je regarde du côté justement de Marie-Ève Dicker, ce qu'elle a fait, c'est incroyable. C'est des performances exceptionnelles. Elle a une élocution, elle est capable de vendre. C'est beaucoup plus que juste une boxeuse qui est championne du monde. C'est un modèle pour les jeunes boxeuses, pour les jeunes filles. Et est-ce qu'on est capable de vendre 10 000? Je pense que c'est irréaliste pour le moment. On ne peut pas bâtir la Place Belle, on ne peut pas faire le Centre Bell avec Marie-Ève Dicker, mais graduellement, on va pouvoir peut-être s'y en rapprocher. On va commencer avec Shawinigan, pourrait peut-être être une destination à un certain moment donné. On l'a vu, il y a une effervescence. Simon King, ça a bien marché, les gars-là qu'il y a là. Est-ce qu'on pourra tenter? Thetford Mines peut être aussi une autre destination. Jusqu'à Trois-Rivières en demi-finale ou... Effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant, d'amener 3-4 000 personnes et graduellement, on va mousser au travers de ça. Ça m'amène à mon prochain sujet. Merci, Carl, parce que là, je peux faire un lien. Ça, c'est important quand tu es un animateur. Yvon Michel est-il en train de transformer sa compagnie? C'est ma question que j'ai envie de vous poser parce que là, on parle de Marie-Ève Dicker, sortir du casino, mais est-ce qu'il y a vraiment encore l'envie de sortir du casino? Parce que c'est la première année, là, on est rendu au mois d'août bientôt. Pas encore de gala au casino. Il n'y a rien Non, juste des galas au casino. On n'a pas de Place Belle, on n'a pas de Centre Bell pour la première fois. Il ne semble pas avoir une tête d'affiche qui peut aller au centre Vidéotron. La question que je vous pose en commençant avec Jean-Philippe, Bon, Michel est en train un peu de se transformer comme plus un gérant qu'un promoteur. Il va prendre du talent, il va essayer d'aller avec ses connexions à l'étranger, mais moins, il n'investira pas ici. Tu ne verras pas un adversaire, exemple, un Ndan venir affronter Mbili au Centre Bell. Je pense que oui, qu'il va plus se transformer en gérant. Puis il est aussi comme... il est un peu comme pris avec les performances de ses Colombiens. Des Colombiens, de Leder Alvarez puis de Oscar Rivas. D'après moi, il va un peu comme prendre une cote puis les envoyer aux États-Unis sur les gros réseaux de télé. Mais il y a quand même des boxeurs qui sont signés avec lui, comme Seyi, qu'il faut qu'il continue à développer. Il n'y a pas le choix, là. Est-ce que ça va passer par New Era, la compagnie de Yann Pellerin, ou s'il va continuer à faire des galas au casino? Marie-Ève, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Mais d'après moi, on ne verra pas grand-chose d'autre que du casino. Puis ça, c'est si on voit d'autres galas au casino prochainement, là. Il n'y a rien d'annoncé pour Yvon. À Québec, ça semble tomber à l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais c'est inquiétant quand même. Je t'inquiète. T'es-tu inquiet, toi, Moi, je Patrick? suis très inquiet parce que de la façon que je analyse ça, c'est plus du côté la façon qu'il gère son entreprise, parce que c'est un entrepreneur. Ouais. Puis il ne démontre pas d'aucune façon qu'il veut avancer ou faire progresser son entreprise. Oui, il ne démontre pas ça, il me démontre plus pour quelqu'un qui s'en va vers autre chose. Je ne sais pas quoi, vous apportez des points qui sont brillants, mais je ne vois pas, Yvon Michel ne me démontre pas qu'il veut faire progresser son entreprise. On dirait qu'il est en train de passer à autre chose. Il ne prend aucune décision là, pour montrer clairement là, qu'il veut compétitionner avec mettons, Eve le Tiger. Mais c'est ça, il est en c'est train la de question. laisser le plancher, je comprends pas. C'est ça que je voulais amener parce que pendant qu'on a un employé d'ailleurs de Tiger avec oui, nous, c'est avec Jean-Philippe, ça doit pas non plus, tu sais, pour Yvon Michel, ça doit pas être évident parce que Camille et Stéphane est vraiment, depuis 3 ans, on peut dire qu'il est en feu, puis on voit les signatures des gars comme Artem Oganesian ou Sadridine, des fois quand tu n'es plus capable de combattre, aussi bien abandonner, entre guillemets, Jean-Carl. C'est un excellent point. Puis je pense que le modèle d'affaires d'Yvon Michel va peut-être migrer ailleurs. Puis on le voit, c'est beaucoup plus coûteux également d'être promoteur que d'être seulement gestionnaire, gérer la carrière d'un boxeur. C'est toi qui vas faire les deals, c'est toi qui vas placer les contrats, placer les ententes pour aller chercher justement, placer ton boxeur à affronter un autre adversaire. Mais c'est pas toi qui vas faire la promotion de l'événement. Et ça, on le sait, c'est toi qui prends tous les risques quand tu es promoteur. Donc, les risques financiers sont immenses. Pensez à remplir un Centre Bell. Si l'événement est un flop, on perd de l'argent. Donc là, dans ce cas-ci, on va peut-être consolider ce qu'on a et on va être en mesure de pousser nos carrières. Yvon Michel a quand même une feuille de route incroyable depuis les 25-30 dernières années. Il y a beaucoup de contacts à l'international dans le monde de la boxe. Il y a Bernard Barré qui s'occupe du recrutement, qui lui aussi a beaucoup de plugs à l'international. Donc, on va peut-être pouvoir bénéficier de ces contacts-là et mousser justement et pousser nos boxeurs à l'international, les mettre dans des combats qui vont les mettre en valeur et développer les carrières en limitant le risque financier
par rapport à la promotion, parce qu'on sait c'est très coûteux. On pense à Camille, il y a des galas où on ne sait pas s'il a réussi à faire $1 de profit à la fin du gala, mais je pense que Camille, c'est plus au niveau de ses convictions personnelles où il va y aller, il va dire on veut développer notre marque, on va aller sur la place publique, on va vouloir devenir l'écurie numéro 1 au Québec. Et je pense que c'est un gage, une vision qui est complètement différente. Et elle se vaut. Selon moi, c'est une très bonne vision parce qu'on sait que la boxe au Québec, c'est quelque chose qui est cher, quelque chose qui est quand même depuis les 15 dernières années, il y a eu une montée fulgurante. Et ça, si on veut poursuivre dans cette voie-là, ça va prendre des gars comme Camille avec une vision de développer la boxe locale, de développer la boxe ici au Québec et à l'international. C'est ça. On voit vraiment deux entreprises qui ne sont pas au même âge. Du tout. Dans leur niveau, dans leur cycle de vie, on voit vraiment qu'il y en a un que ça fait des années qu'il est là, puis il est en train de vivre une transition pour passer à autre chose. Tandis que tu as Eye of the Tiger qui est presque à son début, là, comme un jeune enfant qui commence à pousser dans cette guerre-là, si tu veux, ou ce jeu-là, cette patinoire de boxe. Mais il est vraiment en train de montrer qu'il progresse puis à une vitesse fulgurante. Mais les écuries, on voit qu'ils ne sont pas au même endroit du tout. Peut-être faire court sur ce que tu nous dis, Patrick. Ouais. Je pense que la guerre juridique avec Arthur Beterbiev a affaibli énormément également la position de Jim. Au niveau des relations à l'échelle mondiale, est-ce que les gens en ont perçu des gros noms qui auraient peut-être pu s'en venir ici, qui ont peut-être ralenti? Ça, c'est sûr qu'au niveau du recrutement, ça a laissé un impact. Et là, peut-être que depuis ce temps-là, c'est un petit peu plus difficile. La popularité des amateurs de boxe du Québec est avec Camille et Stéphane en ce moment. Là. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère avec le fonctionnement de Jim, qui ne comprennent pas trop. Ils ne sont pas aussi proches de leurs fans que Eye of the Tiger peut l'être. Il y a le poids des années. Quand ça fait longtemps que tu es dans un domaine, veux pas, oui, tu crées des liens, tu t'es liens, mais à un moment donné aussi, tu crées des frictions puis des chicanes. Ils vont revenir au hockey encore, mais les entraîneurs, c'est ça, après 4-5 années, à un moment donné, ça devient plus compliqué. Non, mais c'est le même principe. Quand ça fait longtemps que tu es dans un domaine, il n'y a pas juste du positif. Des fois, tu crées aussi des controverses, des chicanes, des petits guerres, puis à un moment donné, ça peut devenir lourd. Quelqu'un qui débute, il débute, puis il n'y a pas ça. Non, mais Yvon, c'est toujours rebondir. On l'a mis mort plusieurs fois, puis il est encore là. C'est comme un chat, hein? Il y a 9 vies. Exactement, puis d'après moi, il n'est pas mort encore. Non. Bon, j'ai un autre nouveau segment. Question pour vous autres qui va suivre un peu ce qu'on vient de parler. Question qu'on entend souvent, quand tu lis les médias sociaux, ça revient. Est-ce que Camille et Stéphane exagèrent? Est-ce qu'ils signent trop de boxeurs étrangers présentement, puis ils est en train d'un peu de se perdre? C'est ma question, Jean-Philippe. Non, parce que c'est le talent qui prime, puis ils signent des gars avec énormément de talent. Puis en plus, ils signent tous les talents québécois qui peuvent passer pour, ils les signent aussi. Fait que pourquoi que ça serait trop? Puis avec sa Punching Grace, qui est sa plateforme, je pense qu'il peut vendre ces boxeurs-là aussi à l'étranger. Il vend des contrats au Kazakhstan, en Russie, à des chaînes de TV là-bas. Fait que c'est le meilleur pour le meilleur des mondes. Là. Son modèle d'affaires est parfait, je peux l'entraîner. On veut les meilleurs, il signe les meilleurs. Il hésite entre 2 ou 3, il ne prend pas de chance, il prend les 3. Parce que des fois, quand je suis sûr, ça se peut que ce n'est pas lui qui sort. C'était le deuxième, il les prend toutes, il n'y a pas de risque. Puis en plus, il n'en laisse pas à son compétiteur. Tout ce qu'il fait, c'est génial. Puis toi, Carl, penses-tu qu'on se rapproche d'un top rank du Nord? Écoute, c'est toute une comparaison. On sait que Top Rank est quand même une histoire incroyable. Je serais peut-être pas prêt à dire jusque-là, mais la croissance démontrée des dernières années, c'est très positif. Ça, je pense que tout le monde peut s'entendre là-dessus. Camille Stéphane, c'est un gars d'affaires. C'est un gars qui sait s'entourer. Il s'est entouré de bonnes personnes. Il y a des contacts avec surtout la couronne soviétique. Des très bons boxeurs qui sont arrivés ici. Il y a des boxeurs avec des fiches impressionnantes chez les amateurs. Je pense à Akhmedov, qui est un des 3-4 meilleurs au monde dans sa catégorie amateur. Il a eu des médailles en championnat du monde junior. C'est vraiment un boxeur qu'on n'aurait pas pensé qu'il viendrait ici au Québec il y a peut-être 10 ans de ça. Donc, il est en train d'avoir une nouvelle philosophie. Montréal devient une plateforme incroyable de visibilité pour les athlètes à l'international. Donc, je pense de ce côté-là, il fait vraiment un travail qui est exceptionnel. En même temps, il est sensible au fait que les gens ils veulent trouver des modèles locaux. Ils veulent trouver des modèles du Québec. On est capable de leur offrir. On a vu des boxeurs au fil des années qui ont signé. On ne s'attendait pas à ce qu'ils deviennent des champions du monde. On pense François Pratt, qui a mis une terme dans sa carrière récemment. Mais c'est quand même des gars qui, pour vendre un gala de boxe à Shawinigan, à Trois-Rivières, on peut vendre beaucoup de billets. C'est des gars qui sont très populaires sur l'équipe canadienne amateur. Donc, ça prend tout ça pour faire une carte de boxe, pour être capable d'aller mettre de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Je pense que ça, il réussit à le faire très bien.
Et ma prochaine question, je suis content d'animer, comme ça, je n'aurais pas besoin d'y répondre. T'sais. Moi, je veux savoir, on vient de parler des boxeurs locaux. Baptiste Jukenbaev, Yves Ulysse et Mathieu Germain peuvent-ils rivaliser avec Régis Prograis, Josh Taylor et José Ramirez? Parce qu'on est rendu là, je viens de vous nommer 3 boxeurs qui sont dans la trentaine ou près de la trentaine. Quand tu regardes les classements sur BoxRec, ils sont 17, 18 et 21e. Donc, c'est une question de 1 an, 1 an et demi, puis ils sont en championnat du monde. Est-ce que vous les voyez gagner puis battre le trio que je viens de nommer? Patrick Rencan, qui est le président de la Ulysse Nation. Donc, je te mets tout de suite sur la sellette. J'aime ça, c'est parfait. Non, moi, honnêtement, Baptiste et Mathieu, je ne les vois pas rivaliser présentement avec les 3 boxeurs que tu m'as nommés, Taylor, Progrès et compagnie. Présentement, non. Mathieu Germain, éventuellement, peut-être, mais faut que ça vienne vite, comme tu dis. Baptiste, je ne crois pas du tout qu'il va rivaliser avec ces gars-là. Yves Ulysse, évidemment, je le garde pour en dernier parce que c'est le meilleur des 3, à mon humble avis. Et c'est pas parce que je suis son avis. Pas parce que c'est ton meilleur ami. Pas du tout. Il est excellent. Puis je pense qu'il est rendu, dans sa carrière, à avoir la chance d'affronter ces gars-là. Je ne dis pas qu'il va les battre, mais c'est certain qu'il va nous donner des excellents combats. Ben moi, je pense que Régis Progrès il est numéro 1, puis qu'il n'y a personne qui peut le battre. Ni Josh Taylor, ni personne. Mais je pense que Yves Ulysse est capable de compétitionner avec tout le monde. Il ne battrait peut-être pas Progrès, mais il va battre tous les autres. Je pense que Hooker serait à sa portée. Il n'est plus champion, mais ça serait vraiment un bon match-up pour Yves. Ça fait longtemps qu'il le veut aussi. Et es-tu aussi sévère que Patrick avec Baptiste Jukenbaev? Baptiste, il a une frappe pour pouvoir éteindre n'importe qui. Fait que, mais je pense pas qu'il peut battre le trio que tu as nommé. Je pense pas que Germain non plus peut battre le trio que tu as nommé, mais les deux compétitionneraient. Ils peuvent pas les battre, mais ils ont fait dans le même ring pareil. Puis ça serait pas surclassé. Je pense pas que Germain soit surclassé par personne. Sans dire qu'il est beau, mais il est capable de compétitionner pareil. C'est très intéressant. Moi, tout de suite, d'entrée de jeu, Baptiste, bien que je l'affectionne, c'est un personnage super sympathique. J'ai toujours eu des très bonnes relations avec lui et je ne le vois pas du tout là. Je ne le vois même pas dans le top 15, dans cette catégorie-là. Peut-être qu'un jour, il franchira le top 15, mais jamais le top 10 selon moi, parce que c'est mon avis personnel. Mathieu Germain et Ulysse, 2 boxeurs complètement différents qui ont 2 perspectives. Et Ulysse a cette capacité de mouvement, cette défensive pour faire 12 rounds contre n'importe quel champion, selon moi. C'est un boxeur très dynamique, très rapide. Il est très conscient de sa défensive, il ne va pas s'exposer inutilement. Et ça, c'est super important face à des gars qui peuvent te faire mal. Josh Taylor, Régis Progrès, c'est des gars explosifs. C'est des gars que si tu leur donnes l'opportunité, ils vont te faire payer le prix. Je pense que grâce à ça, ils pourraient surprendre. Ils pourraient endormir peut-être ces gars-là pendant 3, 4, 5 rounds et peut-être même s'en tirer là, avec une décision partagée où ça pourrait être très surprenant le résultat. Du côté de Mathieu Germain, moi, c'est un boxeur que j'affectionne énormément. J'ai eu la chance de mettre les gants avec lui lorsque j'étais plus jeune. Et c'est un gars tellement intelligent. C'est de loin, selon moi, au Québec, le gars le plus intelligent dans un ring de boxe. Il a une vision. Ben, juste le plus intelligent, c'est moi. Dans un ring. En dehors du ring. Ouais, là, on est dans le ring, mais dans un combat, honnêtement, c'est un gars qui est très. Tout est planifié au quart de tour. Il sait lire les défensives, il sait s'ajuster. Il a des très bonnes mains, il est offensif, il donne un bon spectacle. J'aimerais voir honnêtement ce combat-là peut-être se matérialiser sur la scène québécoise. Quel combat? Ulysse Germain. Ça arrivera jamais. Patrick, On sait très bien que ça arrivera jamais. Mais je pense que ça pourrait donner un spectacle exceptionnel ici aux gens. Ça serait vraiment le combat le plus équilibré. Je pense que les Ulysse en ce moment est rendu Ailleurs, moi aussi. Peut-être. Mais selon mon avis, en termes de ce qu'on appelle le high-Q boxing, je vais donner l'avantage quand même à Germain de ce côté. Quand tu dis qu'il est capable aussi d'ajuster sa boxe, tu dis qu'il ne se met pas en danger inutilement. On l'a vu contre Zelda. Ouais. Il a mis à terre au premier round, au deuxième round, au troisième round. Il était déjà 30-24. As-tu vu le reste du combat? Il n'a pas voulu aller se mettre en danger là. Il avait gagné. J'aime ça, ce style-là. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça dans l'aréna, par exemple. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, je comprends. Mais les puristes comme toi et moi vont adorer cette façon-là de gérer le combat. Non, mais juste pour conclure, quand vous avez raison, peut-être que Ulysse n'a pas forcé à la fin contre Seldin, mais il revenait d'une défaite. Je le comprends d'avoir été ultra conservateur et de ne pas avoir pris de risque. Là, j'ai une dernière question pour vous avant de vous laisser aller, les gars. Est-ce que David Lemieux peut redevenir champion du monde chez les 168 livres? Je sais que c'est toujours un sujet qui
divise et polarise la nation québécoise. Je vais commencer avec Carl. Carl, reste concis. Écoute, les blessures auront eu raison de David Lemieux, tout simplement. Je pense que très exposé au niveau des mains, au niveau des épaules. C'est un gars qui est très physique, qui est très explosif. Mais oui, mais non. Non. Tout simplement, non. Honnêtement, je pense que le fait qu'il soit petit, boxeur, par contre, des gars qui vont être beaucoup plus grands, qui vont gérer la distance, ça va être très difficile, honnêtement. Et comme il n'y aura pas l'avantage de la force physique par rapport à des gars de ce niveau-là, je pense que malheureusement, il ne sera jamais capable de reprendre une ceinture. À 168 livres, il n'y a pas la grandeur, il n'y a pas le reach des bras, la distance des bras. On l'a vu avec Sanders, que ça a eu l'air. Imagine avec des gars beaucoup plus grands, plus lourds. Je peux pas voir comment il pourrait être champion du monde des 168. Mais là, on fait quoi dans ce cas-là? On ramasse l'argent puis on fait des combats payants? Ben oui, mais David Lemieux va redevenir champion du monde chez les 168 livres. Il a la claque pour le faire. Puis sa pause pour soigner ses blessures va être bénéfique pour lui. Je t'avertis, ça va être découpé et on garde ça pour les prochaines années. Hein? J'aimerais ça parler aussi du combat de Pascal Brown, une prédiction rapidement. Vas-y, mais pose la question. OK. Est-ce que Jean-Pascal va remporter son combat contre Brown ou est-ce que Brown va l'emporter et comment? Jean-Pascal n'a aucune chance, puis c'est la première fois qu'il va se faire arrêter avant la limite. Marcus Brown, 120-108. Pascal lancera pas assez de coups à chaque ronde. Il ne pourra pas aller chercher de ronde. Moi, je pense qu'au contraire, il va aller en chercher peut-être deux rounds. Mais je ne suis pas certain qu'il va terminer le combat. Ça va dépendre de la condition physique dans laquelle il va se présenter là. Et c'est ça le plus gros point d'interrogation parce que Jean-Pascal est physiquement très fort. Il est fort pour 175 livres. Il est capable de se battre avec les gars les plus coriaces. Le seul problème, c'est qu'il faut être capable de lancer 50, 60, 70 coups par round, ce qu'il n'a jamais été en mesure de faire réellement. Et les gars lancent du volume. Marcus Brown va lancer plus de coups. Et j'ai l'impression qu'au 9e, 10e round, Pascal va peut-être fléchir et on va jeter les tons de son côté. Ben écoutez, merci, ça met fin à l'émission. Puis les gars, je suis content d'avoir fait ça avec vous autres. Tant qu'avoir investi autant d'argent de mes REER, je suis content de l'avoir fait avec vous. Puis c'est quelque chose qu'on va reprendre très bientôt. Merci à tout le monde. Essayez de partager ça partout sur les médias sociaux pour que tout le monde l'écoute.